de tuer tous les Lydiens qui feraient résistance, hormis le seul Crésus, lors même qu'il se défendrait. Telles furent ses prescriptions, et voici pourquoi il opposa ses chameaux aux cavaliers ennemis. C'est qu'il voulait rendre inutile la cavalerie de Crésus. En effet, dès qu'on fut aux prises, que les chevaux flairèrent les chameaux et les virent, ils firent volte-face, et le dernier espoir de Crésus s'évanouit. Cependant, les Lydiens, malgré ce contretemps, ne montrèrent point de faiblesse. Lorsqu'ils virent ce qui se passait, ils sautèrent à bas de leurs chevaux et combattirent à pied. Le carnage fut grand. Enfin, les Lydiens prirent la fuite. Ils se renfermèrent dans leurs murs, où les Perses les assiégèrent. Voilà comment Sardes fut prise. Alors, je vous passe quelques détails. Les Perses, parce que c'est pas fini l'histoire, les Perses s'emparèrent donc de Sardes et firent Crésus prisonnier. Après 14 ans de règne et 14 jours de siège, il avait, selon la prédiction de l'oracle, détruit un grand empire, le sien propre. On le mena devant Cyrus, qui ordonna de dresser un vaste bûcher, où il fit monter Crésus, enchaîné, et avec lui 14 jeunes Lydiens. Alors, je passe quelques détails. Cyrus entendit Crésus et donna ordre à ses interprètes de lui demander qui il invoquait. Ils s'approchèrent et lui firent cette question, mais il fut quelque temps à répondre. Enfin, comme on le pressait, il dit « C'est un homme dont j'aurais souhaité les conseils au roi plutôt que de grandes richesses. » Ils ne comprirent rien à cette réponse et lui demandèrent de la leur expliquer. Il leur raconta que jadis, Solon, un Athénien, était venu à Sardes, qu'il avait visité toutes choses, qu'il avait méprisé ses richesses, ajoutant des paroles qui pour lui Crésus devaient se réaliser comme il les avait dites. Pendant cette narration, le bûcher déjà allumé brûlait tout alentour quand Cyrus, à qui les interprètes avaient transmis ce que venait de dire Crésus, se repentit. Il réfléchit qu'étant homme lui-même, il allait livrer vivant aux flammes un autre homme, non moindre que lui, naguère, en prospérité. Il eut peur que cette action ne fût punie. Il considéra que chez les humains, il n'y a rien de stable. Il commanda qu'on éteignît le bûcher au plus vite et qu'on en fit descendre Crésus et ses compagnons. Mais les siens, malgré leurs efforts, ne pouvaient plus se rendre maîtres du feu. Alors, selon le récit des Lydiens, Crésus, s'apercevant que Cyrus s'était repenti, que chacun s'était mis à éteindre la flamme, sans qu'on en pût venir à bout, invoqua le secours d'Apollon, le suppliant, si jamais il lui avait été agréable, par ses offrandes, de venir le sauver de cette extrémité. Ensuite, il tomba une pluie des plus violentes qui éteignit le bûcher. Cyrus, reconnaissant alors que Crésus était un homme bon et aimé des dieux, le fit descendre et lui dit, Crésus, qui donc, parmi les mortels, t'a conseillé d'entrer en armes sur mon territoire et de préférer ma haine à mon amitié? Ô roi, répondit-il, j'ai agi de la sorte pour ton bonheur et pour ma perte. Le dieu des Grecs en est cause. C'est lui qui m'a excité à prendre les armes, car nul n'est assez insensé pour préférer la guerre à la paix. Pendant la paix, en effet, les enfants ensevelissent leurs pères. Pendant la guerre, les pères ensevelissent leurs enfants. Mais il plaisait aux divinités qu'advint ce qui est advenu. Il dit, et Cyrus, lui ayant ôté ses fers, le fit asseoir à ses côtés, et le traita avec un grand respect. Lui-même et tous ceux qui l'entouraient le regardaient avec admiration. Crésus, cependant, absorbé par ses pensées, gardait le silence. Ensuite, s'étant retourné, il aperçut les Perses occupés à piller la ville et s'écria « Ô roi, dois-je te dire ce qui me vient à l'esprit, ou vaut-il mieux me taire en la circonstance présente ?» « Rassure-toi, répondit Cyrus, parle au gré de tes désirs. » Or il reprit par cette question « Que fait avec tant d'empressement cette foule tumultueuse ?»« Elle met ta ville à sac, répliqua Cyrus, et pille tes trésors. »« Ce n'est point ma ville, dit Crésus, ce ne sont point mes trésors qu'elle saccage. Rien de tout cela maintenant ne m'appartient. Elle prend et elle emporte ce qui est à toi. » Cyrus, frappé de ces paroles, éloigna tout le monde et voulut savoir de Crésus ce que la vue de ce qui se passait lui suggérait inutile pour ses intérêts. Crésus répondit, « Puisque les dieux m'ont fait ton esclave,
Je crois juste, si j'aperçois quelque chose qui t'échappe, de te le signaler. Les pères ont le naturel arrogant et manquent de richesse. Si donc tu les vois d'un œil indifférent piller et garder pour eux de riches objets, voici à quoi il faut t'attendre. Celui qui aura le plus acquis, tu auras bientôt à le combattre comme rebelle. Voilà la fin de l'histoire. Alors, Cyrus est charmé, il a donné son pardon à Crésus, il l'a en quelque sorte ressuscité. Voilà comment un chef magnanime se comporte à l'issue d'un combat qui fut néanmoins sanglant, car ils y perdaient, vous imaginez bien, des milliers d'hommes. Un peu plus tard, bon, on verra ça. Voilà comment se termine cette guerre. Néanmoins, c'est bien sûr Cyrus qui a été vainqueur, comme vous le savez, et qui s'est étendu et qui a au fond profité un peu de la compagnie Crésus, qui a sûrement dû lui donner des secrets, lui verser quelques secrets dans l'oreille, pour combattre les cités grecques de la côte, évidemment, et les récupérer au fur et à mesure. Il y avait toujours cette politique par en dessous qui jouait très bien pour essayer de soudoyer une peuplade, pour en profiter, pour aller ailleurs ou pour aller plus loin. Voilà un exemple de... Alors maintenant, ça va être plus récréatif, on va un petit peu moins parler de guerre et de l'extension du domaine de Cyrus, mais Cyrus, héros de prédilection et héros prédestiné. Alors, eh bien, dans la Cyropédie, alors cette fois, ce n'est plus la plume d'Hérodote, c'est la plume de Xénophon, qui vient au IVe siècle, qui écrit au IVe siècle, et qui s'inspire d'Hérodote, qui le précède, au siècle précédent, fin 5e. Et donc, ce Xénophon, qui a été l'élève de Socrate, comme je vous le disais tout à l'heure, est quelqu'un de remarquable. Il est à la fois homme d'action, mais en même temps écrivain, disons aussi historien, et il écrit des manuels d'équitation, et notamment, il écrit la Cyropédie, c'est-à-dire l'enfance de Cyrus, l'enfance d'un chef. Et dans ce livre, qui n'est pas très long, il y a des anecdotes assez extraordinaires. Bon, une leçon de justice, par exemple. Donc, il transforme aussi un peu les événements Xénophon. Il est un peu comme Hérodote, il brode. Par exemple, il ne fait pas de Cyrus l'adversaire de son grand-père. Dans le réel, paraît-il, Cyrus n'était pas très familier avec son grand-père Astyage. Ils étaient même en rivalité, car Cyrus avait un père Perse, une mère Mède, et il était le carrefour, en quelque sorte, de deux populations. Bon, mais Astyage avait une sorte d'aura qui était remise en question de la sorte. Et alors, eh bien, dans la réalité, paraît-il, Cyrus était l'adversaire de son grand-père. Néanmoins, sous la plume de Xénophon, c'est un charmant petit jeune homme, comme il le dira d'ailleurs. Peut-être Cyrus était-il trop bavard, la faute en était d'abord à son éducation, son maître l'ayant obligé à rendre compte de ses actions et à exiger aussi des comptes d'autrui chaque fois qu'il rendait la justice. Bon, il est un peu bavard, mais il est charmant. Notre bavard tenait main propos de ce genre. Voilà. Alors, par exemple, la leçon de justice. Sa mère, Mandane, lui dit un jour: et la justice, mon enfant, comment l'apprendras-tu ici, puisque tes maîtres sont là-bas? Et Cyrus de répondre: mais je connais bien la question, mais comment cela? Reprit Mandane: parce que mon maître, me trouvant déjà fort en justice, me chargeait de juger les autres. Il n'y a qu'une affaire à propos de laquelle je reçus des coups pour n'avoir pas bien jugé. Voici cette affaire. Un enfant qui était grand et qui avait une petite tunique, voyant qu'un autre enfant qui était petit et en avait une grande la lui enleva, lui passa la sienne et mit lui-même l'autre. Ayant à les juger, je décidai que le mieux était pour tous les deux d'avoir chacun la tunique qui lui allait. Là-dessus, le maître me battit. Chaque fois, me dit-il, que tu as été chargé de juger ce qui va bien, il faut faire comme tu as fait. Mais puisqu'il s'agissait de juger à qui appartenait la tunique, il fallait examiner quel en était le propriétaire légitime et qui devait l'avoir, celui qui l'avait prise de force ou bien celui qui l'avait fait faire pour lui ou acheter. Puisque ce qui est conforme à la loi est juste et ce qui est